Bonsoir à tous. L'ensemble de la promotion 2011 du Master 2 Droit des affaires et fiscalité de l'Université d'Orléans est ravi de vous accueillir ce soir. Et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous allons vous présenter le colloque qui va suivre. Récemment, lors d'un débat télévisé, auquel étaient conviés notamment Laurence Parisot, présidente du MEDEF, ainsi qu'Henri Guénaud, conseiller spécial du président de la République Nicolas Sarkozy, un débat a eu lieu sur la taxe Tobin, taxe sur les transactions financières qui est en projet actuellement. Et pendant ce débat, le thème des paradis fiscaux est réapparu. À ce moment-là, un intervenant a interrompu Laurence Parisot en lui disant, je cite, « Madame Parisot, désormais il est devenu impoli de parler des paradis fiscaux. Alors ce soir, nous allons prendre le risque d'être impolis et nous allons faire fi de la bienséance, car pendant l'heure qui va suivre, c'est bel et bien des paradis fiscaux dont nous allons parler, et plus précisément du thème de leur avenir. À cet égard, Diego introduira l'intervention, ensuite Audrey traitera davantage des mesures internationales, suivra Sophie qui s'attachera davantage aux mesures nationales, et enfin Hélène qui conclura l'intervention. Après l'intervention des étudiants, Madame Ducoulou-Favard, auteure de l'ouvrage Les paradis fiscaux et judiciaires, comme l'a rappelé Monsieur Perret, qui nous fait l'honneur d'être présente ce soir, interviendra. Et enfin, un échange de questions aura lieu. À présent, je vais laisser la parole à mes camarades et je vous remercie par avance de votre attention. Bonsoir à tous. Alors, à en croire Nicolas Sarkozy, interviewé lors de son déplacement à l'Assemblée générale de New York, l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est fini. Cette affirmation relève bien entendu plus de l'effet d'annonce que d'une réalité économique, puisque notre conférence n'aurait pas lieu d'être si tel était le cas. Cependant, elle résume à elle seule la nouvelle approche qu'ont les États vis-à-vis des paradis fiscaux. Acceptables, ou du moins acceptés jusqu'en 2007, les paradis fiscaux sont vite devenus inacceptables aux yeux d'une majorité de la communauté internationale, notamment dû au fait de la crise. Les paradis fiscaux sont donc apparus comme le principal symptôme d'une mondialisation débridée. Rappelons tout de même que la crise financière a été dévastatrice pour les finances publiques de la plupart des pays du globe, et que le ralentissement brutal de l'économie a entraîné dans son sillage grandes et petites entreprises, obligeant les États à réinjecter des fonds afin de stimuler une économie affaiblie et de restaurer la confiance sur les marchés. L'annonce de Nicolas Sarkozy révèle donc la volonté des États de lutter contre cette pathologie de la mondialisation que sont les paradis fiscaux. Mais même si les États ont effectivement engagé une lutte, l'affirmation de leur mort, on va le voir, est à nuancer. Nous nous sommes dans un premier temps posé une question essentielle. Qu'est-ce qu'un paradis fiscal ? Cette définition varie selon les États et les organismes qui s'y intéressent, et les auteurs s'accordent seulement à dire qu'il n'existe pas de définition unanime. C'est donc par la méthode du faisceau d'indices que l'on va pouvoir déterminer si tel ou tel pays est un paradis fiscal. Et l'Assemblée nationale, dans un rapport rendu en 2009, a retenu 4 critères qui permettent de déterminer si un pays est un paradis fiscal. Le premier de ces critères, c'est l'absence d'imposition, ou une imposition insignifiante des revenus. Le second critère est l'existence d'obstacles à l'échange de renseignements entre États, notamment s'agissant des contribuables. Le troisième critère, c'est l'absence de transparence dans le fonctionnement de la législation du territoire considéré, notamment à travers le secret bancaire. Enfin, dernier critère, c'est l'absence d'obligation d'exercer une activité substantielle dans le pays de domiciliation de la société. À titre d'exemple, les îles Vierges britanniques, qui sont un paradis fiscal, sur leur superficie de 153 km², abritent environ 300 000 sociétés. Donc je vous laisse imaginer 300 000 sociétés ayant une activité substantielle sur cette surface. À mon avis, la plupart sont fictives. Outre les paradis fiscaux, zones offshore, qui font l'objet de notre conférence, il existe des paradis bancaires et financiers. Un paradis bancaire et financier est marqué par le sceau du secret bancaire et n'implique pas forcément des conséquences au niveau fiscal. Un paradis fiscal, lui, pratique bien entendu le secret bancaire, mais il a pour vocation
de faire réaliser des économies à ceux qui en profitent. Apparaît alors une question primordiale: à qui profitent les paradis fiscaux? Les paradis fiscaux, mais également les pays à fiscalité privilégiée tels que l'Irlande, servent plusieurs intérêts. Il y a d'une part celui des États qui les abritent, et d'autre part celui des entités privées qui y ont recours. En ce qui concerne les États, le fait de réduire leur fiscalité permet d'attirer les entreprises, notamment les banques et les compagnies d'assurance, et de donner ainsi l'image d'une économie florissante. S'agissant des entités privées, en ce qui concerne les entités privées, les entreprises profitent d'une fiscalité avantageuse pour s'implanter et développer leur activité tout en réalisant des économies d'impôts. Et les particuliers, eux, tirent avantage des paradis fiscaux au travers du secret bancaire et de l'anonymat qui en découle pour fuir le regard des inspecteurs trop curieux. Donc, afin de vous illustrer comment les entités privées tirent profit des paradis fiscaux, je vais vous présenter deux exemples. Tout d'abord, celui de la société Google, pour qui l'optimisation fiscale n'a désormais plus de secret, et celui de M. Martin, un contribuable lambda, adepte de la fraude fiscale. Tout d'abord, le cas Google. Grâce à une série de montages financiers, l'entreprise n'est parvenue à payer que 2,4% d'impôts, alors que le taux en vigueur aux États-Unis est de 35%. Vous vous demandez sûrement comment elle a pu parvenir à un tel résultat. Et bien pour cela, le moteur de recherche a utilisé les techniques dites du double irlandais et du sandwich hollandais. De quoi s'agit-il? Bien entendu, ce ne sont pas des spécialités gastronomiques, il s'agit d'un procédé jouant sur les transferts de bénéfices entre deux sociétés, le tout complété par un dispositif visant à faire transiter via les Pays-Bas la quasi-totalité des bénéfices jusqu'aux Bermudes, qui sont un paradis fiscal en l'occurrence. Voici donc étape par étape comment le montage s'articule. Première étape, Google Ireland Limited reçoit la quasi-totalité des bénéfices réalisés par Google hors des États-Unis, c'est-à-dire Asie, Europe et Afrique. Ça représente à peu près 88% de 12,5 milliards de dollars. La deuxième étape, c'est durant laquelle Google Ireland Limited va reverser à Google Ireland Holding 5,4 milliards de dollars sous forme de royalties. GIH, donc Google Ireland Holding, est une entreprise fantôme qui détient les brevets développés aux États-Unis et les marques du groupe Google. Depuis 2006, suite à l'autorisation du fisc américain de délocaliser justement cette propriété intellectuelle. Cela a permis à Google d'éviter que l'État américain n'impose les bénéfices qu'elle réalise hors de son territoire. Deux facteurs permettent d'expliquer un montant aussi important de royalties. Il y a d'une part la législation irlandaise qui est très avantageuse puisqu'elle ne fixe pas de montant, de limite au montant de royalties qui peuvent être versées. Et le second facteur, c'est que la holding peut exiger n'importe quel prix pour l'utilisation de sa propriété intellectuelle puisqu'il n'existe pas de prix de marché et donc aucune référence possible. Il faut d'ailleurs ajouter qu'à cette occasion, Google Ireland Limited en profitera pour déduire de son chiffre d'affaires les sommes qu'elle a versées à Google Ireland Holding, réduisant encore plus son imposition en Irlande. La troisième étape consiste pour Google Ireland Holding de faire transiter les recettes ainsi obtenues via les Pays-Bas sans payer le moindre impôt, puisque la législation irlandaise sur la propriété intellectuelle exonère d'impôt le transfert de royalties d'un pays à un autre, à condition que le pays de destination soit un pays européen. Donc c'est pour cela que les Pays-Bas ont été choisis. Mais ils ont été choisis aussi pour une autre raison, c'est que cette société, Google Netherlands Holding, qui est une filiale hollandaise qui ne compte aucun employé, va reverser la quasi-totalité des sommes à Google aux Bermudes, où les bénéfices ne sont pas imposés. Cette manœuvre est possible puisque les Pays-Bas ont signé une convention fiscale avec les Bermudes le lui permettant. La société des Bermudes, elle, est gérée par des avocats et ne publie aucun compte comme l'y autorise la loi. Ce montage a permis à Google d'économiser en l'espace de 3 ans près de 3,1 milliards de dollars, au nez et à la barbe du fisc américain. Ce montage, il faut savoir que Google est loin d'être un cas à part, et de nombreuses multinationales ont décidé de s'implanter en Irlande pour bénéficier d'une part de son taux d'imposition sur les bénéfices de 12,5%,
mais d'autre part aussi et surtout pour sa législation sur la propriété intellectuelle qui est particulièrement avantageuse. Interrogée sur ces pratiques, la société Google a affirmé qu'elle respectait la fiscalité de tous les pays dans lesquels elle était présente, ce qui montre bien le problème inhérent aux paradis fiscaux, leur légalité. Mon deuxième exemple concerne un contribuable et illustre ce qu'est la fraude fiscale de manière simplifiée. Donc, M. Martin est un résident et contribuable français qui possède un compte au Liechtenstein, dans lesquels il dépose régulièrement des fonds qui n'ont pas été soumis à l'impôt français. Comme les autorités françaises n'ont pas la preuve concrète ou simplement la connaissance de l'existence de ces fonds, M. Martin n'en fait pas mention dans sa déclaration fiscale et évite ainsi de payer des impôts. Cette fraude fiscale est permise par l'opacité bancaire de certains États qui d'ailleurs ne sont pas forcément des paradis fiscaux. Le Liechtenstein en est d'ailleurs un exemple. Une autre question nous a paru importante. Quelles sont les conséquences économiques de l'existence des paradis fiscaux ? Eh bien, pour les États à forte pression fiscale, l'existence des paradis fiscaux se manifeste par une perte de recettes. Par conséquent, le principal enjeu pour les États souhaitant lutter contre les paradis fiscaux est d'empêcher cette fuite de matière imposable. À titre illustratif, une étude de l'ONU publiée en 2009 estime le manque à gagner que cela représente pour les États chaque année. Pour les États-Unis, on estime que 100 milliards de dollars s'évaporent dans les paradis fiscaux. En Allemagne, on estime que ce chiffre est compris entre 30 et 50 milliards de dollars par an, tandis qu'au Royaume-Uni et en France, il serait compris entre 20 et 40 milliards de dollars par an. Le constat est d'autant plus alarmant que dans les pays en développement, le manque à gagner fiscal est estimé à peu près 120 milliards de dollars par an. D'autres chiffres peuvent être avancés pour montrer l'importance qu'ont aujourd'hui les paradis fiscaux dans le système financier actuel. Figurez-vous que 10 000 milliards de dollars d'actifs seraient détenus et gérés via des paradis fiscaux, sachant que le PIB mondial s'élève, lui, à 71 000 milliards de dollars. Par ailleurs, environ 50% des flux financiers mondiaux circuleraient à travers les paradis fiscaux, et l'ONU estime qu'ils abriteraient près de 3 millions de sociétés écrans, c'est-à-dire des sociétés fictives créées dans le seul but de masquer des transactions financières. Enfin, dernière question que nous nous sommes posée, pourquoi parle-t-on des paradis fiscaux aujourd'hui alors que leur existence était notoire ? Eh bien, on constate que conjuguées aux effets de la crise, les conséquences du laxisme fiscal sont apparues au grand jour. Les gouvernements des États se sont pris en pleine face les problèmes inhérents à notre économie mondialisée, que sont l'évasion de fonds, bien évidemment, mais aussi le blanchiment d'argent et la corruption. L'actualité, d'ailleurs, ne manque pas de nous le rappeler chaque jour, notamment au travers de l'affaire Karachi ou de Johnny Hallyday qui fuit le fisc français. Face à l'explosion des dépenses publiques, les États ne peuvent donc pas se permettre de voir leurs recettes fiscales fuir dans des pays où les contrôles sont inexistants et ainsi de faire une croix sur de l'argent qui permettrait de financer des réformes. Suite à ces constats, les organisations supranationales et les États ont pris des mesures internationales et nationales que vont vous exposer mes camarades. Oui, c'est bon. Je vais donc aborder avec vous maintenant les mesures internationales qui ont été prises pour cette lutte contre les paradis fiscaux. La crise économique ayant permis une véritable prise de conscience par les États quant à l'importance de la problématique internationale des paradis fiscaux, une solution à cette échelle semblait requise. La mesure internationale phare a été prise le 2 avril 2009 à la demande du G20 de Londres, avec pour logique que pour assainir les pratiques, il faut les mettre en évidence, ce qui suppose d'en établir une liste. Ces listes, dans la conception du G20, devaient permettre aux États de prendre plus facilement des sanctions à l'égard des paradis fiscaux qui s'y trouvaient nommés. C'est en conséquence un véritable mouvement mondial de mise en œuvre de normes, de transparence et d'échange d'informations qui s'est organisé. Dès lors, en pratique, il a été établi 3 listes pour entrer dans une nouvelle ère, comme l'a proclamé l'OCDE. Ces listes qualifiant les États de paradis fiscaux en fonction de leur degré de coopération en matière d'échange d'informations fiscales avec les fiscs étrangers. La liste noire comprenait donc en pratique tous les pays qui ne se disaient pas prêts à coopérer.
La liste grise, elle, comprenait les pays qui se disaient prêts oralement à coopérer sans concrétisation de leurs engagements. Et la liste blanche, enfin, excluait de la qualification de paradis fiscaux les pays qui avaient signé 12 conventions conformes aux standards de l'OCDE. Dès l'établissement de ces listes, des critiques sont nées. Tout d'abord, la définition des paradis fiscaux ne faisant pas consensus, on a pu voir que de nombreuses organisations internationales se sont mises à créer leurs propres listes. Il y a dès lors eu autant de listes que de définitions. Pour exemple, le GAFI a créé sa propre liste définissant les paradis fiscaux comme des pays propices au blanchiment d'argent. Dès lors, on pouvait se poser la question, mais laquelle fait foi ? Et en pratique, les États se sont cachés derrière l'ignorance de quelle institution suivre pour ne pas lutter contre les paradis fiscaux. Le seul facteur qui aurait pu sauver l'efficacité de ces listes, c'était leur fondement commun, le fait de pointer du doigt les États selon le principe du name and shame. Être nommé, ce serait la honte. Concrètement, cela signifiait donc pour les États un risque de perdre leurs partenaires économiques en étant stigmatisés de paradis fiscaux. Or, ce principe a rapidement été détourné, les États ayant vidé de sens l'utilité du principe et plus généralement des listes en recourant à divers moyens afin de se faire une image coopérative à peu de frais. Tout d'abord, les pays se sont mobilisés pour sortir des listes grises et noires de l'OCDE avant même la tenue du G20, telles que l'île de Jersey, l'île de Guernsey ou encore de Man. Ce qui n'a donc pas permis de stigmatiser de paradis fiscaux des pays pourtant notoirement connus comme tels. D'autre part, les paradis fiscaux se sont mis à signer entre eux les conventions requises pour intégrer la liste blanche. Le CCFD Terre Solidaire a notamment calculé à partir des données disponibles sur le site de l'OCDE que parmi les 25 territoires blanchis, seuls 8 n'avaient pas eu besoin des autres paradis fiscaux pour intégrer la liste blanche. Dès lors, ce critère a été perçu comme bien trop laxiste. D'autre part, les pays se sont également appuyés sur leur poids économique pour se soustraire aux listes sans en respecter les critères. L'exemple le plus concret en la matière, c'est celui de la Chine. Car en effet, Hong Kong et Macao ont obtenu en 2009 la possibilité de sortir de la liste grise pour intégrer la liste blanche en s'engageant simplement oralement à respecter les standards de l'OCDE. Or, la Belgique et le Luxembourg avaient fait cette même demande et se l'ont vu tout bonnement refuser. Si Hong Kong a donc aujourd'hui pris l'engagement avec la France de coopérer en matière d'échange d'informations fiscales, comment justifier le traitement de faveur encore réservé à Macao qui n'est toujours pas jugé coopératif ? Si ce n'est par les intérêts économiques et diplomatiques du G20 à l'égard de la Chine. Car on le sait, la Chine, c'est le premier exportateur mondial depuis le 2009. Ça représente plus de 16 milliards de dollars en un seul contrat pour la France et enfin 3,1 milliards de dollars pour le gouvernement britannique. Dès lors, on peut se rendre compte que le poids de certains pays ne permet pas aux États en relation commerciale avec eux de les stigmatiser. En outre, lorsque les conventions sont ratifiées et signées, ce qui n'est pas toujours toutefois le cas, les États ne donnent pas une pleine efficacité à ces conventions, puisqu'en pratique, ils font une interprétation restrictive de l'automaticité de l'échange en requérant le nom ou le numéro de compte bancaire de la personne concernée par la demande. De plus, si le groupe de l'OCDE n'avait pas prévu de sanctions en l'absence de souveraineté fiscale et donc d'impérativité de ces dispositions, il n'était pas non plus prévu de contrôle de l'efficacité de ces conventions. Donc ça n'a pas servi leur efficience. Aujourd'hui, il est prévu un contrôle pour 2014, mais c'est un contrôle qui repose sur un système d'évaluation mutuelle et qui ne suffira pas parce que la seule sanction reste toujours la stigmatisation et le contrôle ne sera pas non plus exhaustif. Si certes, le groupe de l'évaluation lui-même est encadré par les paradis fiscaux puisque la vice-présidence sera partagée entre Jersey et Singapour, qui pourrait donc croire que le juge va s'autopunir. Les critiques seront donc les mêmes que pour les listes et d'ici là, les paradis fiscaux auront bien le temps de se blanchir selon les anciens critères qui sont peu contraignants. Au final, les listes OCDE se sont vidées en réalité selon des critères politiques, économiques et non juridiques. Dès lors, l'effet stigmatisant de celles-ci a été rapidement émoussé par l'affaissement de leur crédibilité sur la scène internationale. En faisant le bilan de ces listes, on peut même constater que pour la première fois, elles ont permis de consacrer les paradis fiscaux comme des partenaires politiquement légitimes et respectables de la scène mondiale.
De plus, cette lutte parasitée contre les paradis fiscaux n'a pas du tout fait peur aux principaux utilisateurs qui n'ont eu qu'à s'adapter à cette nouvelle géographie de l'offshore. Face à cette problématique, donc des paradis fiscaux, l'Union européenne a souhaité prendre sa propre mesure. Elle a dès lors instauré un échange automatique d'informations fiscales entre les États membres et avec les pays partenaires au sein de sa directive épargne de 2005. Mais cette directive épargne a été récemment mise à mal par un préaccord signé entre le Royaume-Uni et l'Allemagne avec la Suisse pour permettre à cette dernière de conserver son secret bancaire. En plus de cela, selon l'agence Reuters, la France et l'Italie se sont dit prêts à suivre ce type d'accord. Au regard de tous ces constats, si l'efficacité de ces mesures internationales ne sera probablement pas celle escomptée, le principal tort de cette lutte se trouve ailleurs. En effet, la lutte s'est bornée à stigmatiser les États sans jamais régir les instruments qui permettent la fuite des capitaux dans les paradis fiscaux. En pratique, on le sait, les partenaires financiers et juridiques utilisent des montages opaques pour dissimuler les fonds, comme les propriétaires ou les bénéficiaires des sommes qui transitent vers ces paradis. C'est donc la porte ouverte à la comptabilité hors bilan, au délit d'initié, au blanchiment ou encore tout simplement à l'évasion fiscale. Prenons plus précisément comme exemple le trust, qui permet donc de masquer les donneurs d'ordre, tout comme les détenteurs de fonds. Le trust, c'est donc un acte par lequel une personne, le settlor, transmet la propriété d'un de ses biens au trustee, qui est chargé de le gérer dans l'intérêt d'un ou plusieurs bénéficiaires. Juridiquement, il y a donc transfert d'actifs, mais on ne connaîtra jamais le nom du bénéficiaire. C'est là qu'on peut dire que cet instrument est opaque. De plus, cette opacité peut être renforcée par une clause de fuite, flee clause en anglais, qui permet en fait au trustee, donc la personne chargée de gérer le trust, de changer la localisation du trust lorsque celui-ci fait l'objet d'une demande de renseignement ou bien d'une procédure pénale. En l'absence donc d'un registre public ouvert aux autorités locales de contrôle, comme il en existe en France par exemple pour la fiducie, le trust comme mécanisme prête-nom est donc totalement opaque. En conclusion, les paradis fiscaux ayant toujours à leur disposition tous ces montages et instruments juridiques, les utilisateurs n'ont donc que peu de risques à courir et donc pas de réelle raison de s'éloigner de ces territoires. Après ce constat de l'inefficacité donc de ces mesures internationales, je vais donc céder la parole à Sophie, qui va vous présenter maintenant les mesures nationales. Donc effectivement, dans la continuité de l'action internationale, la France a également entendu prendre ses propres mesures afin de lutter plus efficacement contre les paradis fiscaux. Donc il existe deux façons d'organiser la lutte, par le biais de moyens positifs en renforçant les vecteurs d'échange entre les États, ou par le biais de moyens négatifs en renforçant les mesures dissuasives à leur égard. C'est véritablement sur ces deux tableaux que la France a entendu jouer au cours des 2 dernières années. Néanmoins, le premier constat que l'on peut tirer est que bien que la politique conventionnelle de la France progresse, elle reste encore limitée en efficacité. Je vais donc tâcher de développer les 3 mesures phares qui ont été prises par la France dans sa lutte contre les paradis fiscaux. La première mesure phare a été l'établissement par la France de sa propre liste d'États et territoires non coopératifs, que nous appellerons aussi ETNC. En effet, en 2009, le législateur est venu introduire cette nouvelle notion d'États et territoires non coopératifs dans le Code général des impôts. Le but de cette intervention était de renforcer les mesures dissuasives à l'égard des entités localisées dans ces États ou réalisant des échanges avec eux. Le but du législateur était ainsi de lister les pays. Donc à l'origine, la liste comprenait 18 pays que vous pouvez voir figurer sur la carte à côté. Donc pour plus d'efficacité, cette liste va être réactualisée tous les ans. Donc les caractéristiques de ces pays est qu'ils constituent tous des paradis fiscaux, mais plus précisément des États et territoires non coopératifs. Qu'est-ce que cela implique ? Cela implique qu'ils remplissent cumulativement 3 critères. Le premier critère est qu'ils ne sont pas membres de l'Union européenne. Ensuite, ils doivent avoir fait l'objet par l'OCDE d'un examen au regard de la transparence et de l'échange d'informations fiscales. Et en dernier lieu, il ne faut pas qu'ils aient signé avec la France ou avec 12 autres États des conventions d'échange d'informations.
Donc cette liste est véritablement au centre de toute l'action française. Mais qu'est-ce que cela va impliquer concrètement pour les États qui y figurent? Il va y avoir 5 incidences. Il va tout d'abord y avoir une majoration des prélèvements à la source, des plus-values professionnelles, c'est-à-dire qu'il va y avoir une taxation des flux entre les résidents français et ces États. Il va y avoir un renforcement des dispositifs anti-évasion fiscale, un durcissement du régime des sociétés mères s'agissant des groupes de sociétés, et en dernier lieu, une obligation documentaire renforcée afin de permettre plus de transparence dans la politique des groupes et dans les prix de transfert opérés par ces derniers. En somme, l'objectif de cette mesure était de rendre dissuasifs les échanges avec ces derniers, tant qu'ils ne se seront pas décidés à se conformer aux standards internationaux d'échange d'informations fiscales. Donc, même si cette mesure est relativement récente, puisque, comme je vous l'ai dit, elle a été mise en place en 2010, on peut dès aujourd'hui émettre des critiques. Critiques tout d'abord positives, car cette nouvelle mesure marque réellement un renouvellement dans l'approche de la lutte contre les paradis fiscaux. En effet, le critère n'est plus celui de la non-imposition, mais celui de la transparence, qui est donc beaucoup plus large. Ensuite, l'objectif du législateur était d'inciter les États à venir conclure des conventions d'échange d'informations fiscales avec la France. Or, sur ce point, l'objectif semble plutôt bien rempli, puisqu'entre mars 2009 et juin 2010, 19 États sont venus conclure des conventions, tout en sachant qu'un certain nombre d'autres conventions en sont déjà à un stade avancé de négociation. Néanmoins, cette mesure présente également des limites. La première des limites tient au fait qu'il y a une échappatoire à la liste. En effet, un État qui n'aura pas entendu conclure avec la France une convention pourra ne pas figurer sur cette liste. Pour ce faire, il lui suffit d'aller signer 12 autres conventions avec les États de son choix, tout en sachant que, comme sur le plan international, on se rend compte que les pays ayant une fiscalité avantageuse, soit les paradis fiscaux, vont avoir tendance à signer des conventions entre eux, ce qui fausse clairement l'efficacité de la liste. Or, si la fiabilité de la liste et les critères utilisés par elle sont remis en cause, c'est alors tout le système mis en place par la France qui peut lui-même être mis en cause, car la plupart des mesures prises par la France font référence à ces États. En réalité, la mesure reste faible en efficacité. La seconde limite tient au faible poids économique des États qui figurent sur cette liste. En effet, selon les données transférées par le Fonds monétaire international et le Tax Justice Network, seul un pays figurant sur cette liste, qui est le Panama, pèse plus de 0,1% du poids du marché de la finance mondiale offshore. Et ensuite, la troisième limite concerne l'efficacité des conventions. En effet, si on a vu que c'était réellement l'objectif du législateur de venir favoriser les États à conclure des conventions avec la France, on se rend compte qu'en pratique, ces conventions sont faibles en efficacité. Prenons un exemple concret, revenons sur notre contribuable, Monsieur Martin, contribuable français donc. Donc imaginons que nous sommes le fisc français, et nous avons de sérieuses raisons de soupçonner M. Martin de ne pas déclarer tous ses revenus et d'aller en localiser au Liechtenstein. En vertu d'une convention fiscale signée entre la France et Vaduz, nous allons attendre des autorités du Liechtenstein qui nous fournissent des informations sur le compte de M. Martin. À ceci près que, concrètement, il nous faut tout d'abord savoir que M. Martin dispose d'un compte au Liechtenstein. Il nous faut ensuite savoir le numéro de compte de M. Martin ainsi que sa banque, élément qui est rarement en la possession du fisc. Il nous faut ensuite remplir toute une longue déclaration en expliquant les raisons pour lesquelles on soupçonne M. Martin de fraude fiscale. Or, c'est bien souvent cette preuve que l'on recherche. Il faut ensuite que les autorités du Liechtenstein jugent notre demande suffisamment pertinente. Et en dernier lieu, il faut que le Liechtenstein dispose lui-même de l'information demandée. Car contrairement à la France, il est vrai que le Liechtenstein ne dispose pas de l'application permettant de connaître tous les noms des titulaires de comptes basés au Liechtenstein. En somme, cet exemple nous montre à quel point les progressions constatées précédemment se révèlent faibles en efficacité. Ensuite, la seconde mesure phare prise par la France a été la création d'une obligation documentaire renforcée concernant les groupes de sociétés qui ont des entités localisées dans les ETNC. En effet, la loi de finances de 2009 a créé une obligation documentaire en matière des prix de transfert.
Donc concrètement, l'administration fiscale, dans le cadre d'une procédure de vérification de comptabilité et simplement pour les entreprises qui relèvent de la DGE, soit la direction des grandes entreprises, pourra demander une obligation globale concernant le groupe dans son ensemble, une obligation spécifique pour chaque entreprise, et s'agissant des entreprises qui réalisent des échanges avec les ETNC, l'administration pourra demander une information complémentaire. Il faut savoir que si l'entreprise refuse de fournir cette information, elle s'exposera à une amende qui s'élève à 5% des bénéfices transférés. Le but de cette mesure était d'augmenter la transparence des transactions impliquant les groupes internationaux afin d'éviter l'optimisation ou la fraude fiscale technique qui consiste à jouer sur les écarts de taxation entre les différents États. Cette mesure va donc venir augmenter la charge administrative des entreprises et va fournir de plus en plus d'informations sur les politiques de groupe à l'administration. Néanmoins, on ne sait pas comment ni à quelle fin l'administration compte utiliser cette information. Et en dernier lieu, la troisième mesure phare prise par la France, qui n'est pas la moins importante, et dont M. Perret a fait référence tout à l'heure, a été la création d'un service fiscal judiciaire. Oui, c'est ça. En effet, afin d'endiguer la délinquance fiscale, une nouvelle brigade a été mise en place fin 2010. C'est donc tout récent. Cette nouvelle procédure d'enquête va être menée par les services fiscaux sous la direction du parquet pour les cas de fraude impliquant notamment des comptes détenus dans ces États et territoires non coopératifs. Il a donc été créé une nouvelle brigade nationale de répression de la délinquance fiscale. Donc cette nouvelle brigade va avoir deux compétences. Une compétence en matière de recherche de l'infraction. Elle disposera notamment d'un pouvoir en matière de perquisition fiscale, mise en garde à vue fiscale, et elle pourra procéder à des écoutes téléphoniques. Et sa seconde compétence va être pour la constatation de l'infraction sur la base d'une présomption simple de fraude. Donc tout comme pour l'établissement de sa propre liste par la France, on peut d'ores et déjà émettre des critiques s'agissant de cette mesure. Critique positive car le législateur a entendu rapprocher deux experts dans leur domaine. D'un côté les agents de l'administration fiscale et d'un autre côté les agents de police judiciaire, ce qui n'existait pas auparavant. L'innovation majeure va être l'attribution de pouvoirs judiciaires aux agents de l'administration. En effet, les agents de l'administration fiscale et les agents de police judiciaire reçoivent chacun une formation qui leur est propre. Néanmoins, dès lors qu'ils intègrent cette brigade, ils sont tous considérés comme des OPJ, officiers de police judiciaire. Si cette mesure paraît bonne, on peut toutefois regretter que les moyens mis en œuvre soient restés si limités. En effet, cette brigade ne compte aujourd'hui que 21 agents. Voilà ce que l'on pouvait dire s'agissant des mesures prises par la France pour sa lutte contre les paradis fiscaux. Je vais maintenant céder la parole à Hélène. Merci. Bonsoir à tous. Donc, c'est à mon tour d'intervenir afin de clôturer notre intervention qui portait, je le rappelle, sur les paradis fiscaux ont-ils un avenir ? Donc, à cette question, nous allons y répondre de manière presque définitive, puis Madame Ducoulou-Favard pourra intervenir. Donc vous avez certainement pu le remarquer tout au long de notre exposé, les mesures prises par les gouvernements ne permettent pas efficacement de lutter contre la fuite des capitaux vers les paradis fiscaux. Alors pour tenter de répondre à la question sur laquelle porte notre conférence, eh bien, j'ai décidé de découper le raisonnement en 3 axes. Ainsi, dans un premier temps, nous allons nous attarder sur le maintien des banques et des multinationales dans les paradis fiscaux. Il faut savoir que ces entités y sont maintenues malgré la lutte engagée contre les paradis fiscaux depuis 2008. Concernant les banques, justement, elles sont dans les paradis fiscaux pour produire et pour donner des services à ces riches clients et afin de récupérer des commissions liées à la fabrication d'opacité. Alors, leur maintien résulte de 2 raisons. D'une part, le faible taux d'imposition et d'autre part, la discrétion et le secret bancaire assurés à leurs riches clients. Concernant d'autre part les multinationales, il faut savoir que le Conseil des prélèvements obligatoires a fait remarquer à juste titre fin 2009 que, pour ne pas dire la majorité, mais une grande partie des entreprises du CAC 40 sont seulement imposées à 8%, c'est-à-dire 2 à 3 fois moins que les petites et moyennes entreprises.
Alors pourquoi ? Eh bien, vous en doutez certainement, ils sont dans les paradis fiscaux vu que c'est le sujet de notre conférence. Mais comment se fait-il qu'ils soient si peu imposés ? Eh bien, cela résulte de la pratique des prix de transfert. Alors cette technique est très simple, un groupe dispose de filiales. Donc, les dépenses sont, elles, transférées dans des filiales qui sont dans des pays normalement imposés, comme par exemple la France, tandis que les bénéfices, eux, eh bien, ils sont transférés dans des pays à faible taux d'imposition, voire avec des taux d'imposition nuls. Donc, ça permet de réduire considérablement le taux d'imposition des bénéfices. Donc, à ce titre, vous avez certainement pu le remarquer dans l'introduction, nous avons parlé de l'exemple Google, qui donc a permis, par une pratique des transferts des bénéfices, ça lui aurait permis de réduire son taux d'imposition à 2,4%. Alors, est-ce qu'il existe réellement des solutions, justement, pour lutter efficacement contre les paradis fiscaux et notamment pour lutter contre le maintien des banques et des multinationales dans ces entités? Eh bien, il faut savoir qu'on pense à plus d'obligations déclaratives qui seraient posées donc sur les entreprises. Alors, il faut savoir que Christian Chavagneux, qui est co-auteur de l'ouvrage Les paradis fiscaux, a proposé la mise en place d'une directive européenne sur les prix de transfert dont on vient de parler. Donc, cette solution, ce serait de mettre en place une base fiscale consolidée. Alors, actuellement, vous l'aurez compris, les entreprises, les multinationales payent des impôts dans chaque pays d'implantation et donc font apparaître leurs profits dans les pays les moins taxés, ce qui est logique dans notre conférence. Donc, le principe de cette directive serait donc d'imposer globalement les entreprises, puis de redistribuer la taxe selon les pays d'implantation avec des critères à déterminer, tels que le chiffre d'affaires qui a été effectué dans ce pays, ou encore le nombre de capital investi dans ce dernier aussi. La seconde solution, eh bien, c'est M. François Daubert qui l'a émise, c'est la mise en place du reporting. Alors, actuellement encore, eh bien, les multinationales présentent des comptes consolidés, donc avec leurs filiales, au niveau mondial. Eh bien, la solution du reporting consisterait pour les entreprises, de présenter leurs comptes consolidés pays par pays. Et là, on aurait certaines surprises parce que vous remarqueriez dans ce cas-là que certaines entreprises réaliseraient la totalité de leur chiffre d'affaires sur 3 pays. Et j'ai une toute petite anecdote assez amusante. Il faut savoir que Jersey, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, eh bien, c'est une petite île près des côtes normandes. Eh bien, cette petite île qui se situe donc dans la Manche, est le plus gros exportateur de bananes, à notre grande surprise. Donc, pour rendre cette conférence un petit peu plus ludique, je vous mets au défi d'aller faire pousser des bananes dans la Manche. Vous m'en direz des nouvelles. La troisième solution, c'est donc de poser des obligations déclaratives aux établissements financiers. Donc, c'est une collaboration directe entre les établissements financiers et les États. Et le principe, donc, il est déjà utilisé aux États-Unis par l'intermédiaire de la méthode de l'intermédiaire qualifié. Ça consiste en quoi ? Eh bien, c'est simple, les établissements financiers vont s'assurer de l'identité du bénéficiaire effectif des revenus, puis en informer l'État de résidence de ce bénéficiaire. Donc, ça implique qu'il y ait un cadre international d'échange d'informations. Ça va donc me permettre de passer à notre deuxième axe de raisonnement qui consiste, bien sûr, dans l'inefficacité des conventions bilatérales d'échange d'informations. Donc, je ne vais pas trop me répéter, ça va être court. Vous l'avez vu dans les développements qui m'ont précédé. On a vu que le maintien des banques, des entreprises multinationales ou encore des riches particuliers était dû au fait qu'il y avait un problème entre les échanges d'informations, un problème d'échange d'informations, entre les États. Alors, quelle solution ? Voilà, donc les procédures sont trop longues et peu efficaces, vous en êtes douté. Alors les solutions, ça serait certainement pour plus de communication, notamment entre les États. Donc à l'inverse des conventions bilatérales, il faudrait bien sûr mettre en place des conventions multilatérales qui permettraient certainement un meilleur échange d'informations, notamment en matière d'automaticité. La seconde solution qui a été proposée, c'est de réformer la directive sur l'assistance mutuelle au niveau européen. Ça permettrait de mettre en place un droit de suite au niveau communautaire en matière de contrôle fiscal et donc de renforcer les instruments européens de lutte contre la fraude fiscale. Enfin, en troisième solution, au niveau national notamment, cela consisterait dans l'élargissement et l'amélioration du droit à communication. Alors vous l'avez vu
avec Sophie notamment, pour les mesures nationales. Le cas Martin, on a vu que pour que la France demande des informations au Liechtenstein, il fallait des informations extrêmement précises sur les comptes de ce contribuable, des informations résolument et vraisemblablement très pertinentes et extrêmement complexes. Donc, cette amélioration du droit à communication, eh bien, ça consisterait non plus à se baser sur des critères très précis, mais bien sur des critères non nominatifs, tels que le lieu justement où se trouve le résident permettrait ainsi d'ouvrir le droit à l'investigation sur ce dernier. Enfin, la troisième partie de mon raisonnement va porter sur la souveraineté des États, et on a remarqué, donc tout au long de notre raisonnement encore, que cette souveraineté est un frein à la lutte contre les paradis fiscaux. Alors il y a de ça deux raisons. La première, c'est la concurrence fiscale. Il faut savoir que cette concurrence fiscale entraîne, pour la lutte contre les paradis fiscaux, entraîne une sorte de victoire à la Pyrrhus. Alors je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas cette expression. Eh bien, la lutte, au lieu de lutter efficacement contre les paradis fiscaux, eh bien, elle fait l'effet inverse, c'est-à-dire qu'elle entraîne des comportements opposés et entraîne le déplacement des paradis fiscaux. Donc elle renforce la compétitivité fiscale, de sorte qu'aujourd'hui, certains pays deviennent des paradis fiscaux, alors qu'au regard de leur développement au niveau mondial, eh bien, on n'aurait jamais douté. Et c'est le cas, encore une petite anecdote, c'est le cas du Ghana, qui est appelé aujourd'hui la Suisse de l'Afrique, tout simplement parce qu'en 2007, eh bien, le gouvernement ghanéen a voté une loi faisant du Ghana le 73e paradis fiscal et en mettant en place justement des mesures pour les banques et les assureurs offshore afin d'avoir des faibles taux d'imposition. La seconde raison donc, qui concerne une lutte efficace et ce frein à cette lutte efficace, c'est l'opacité qui est créée par les structures juridiques. Alors les structures juridiques, on l'a vu, tant les sociétés écrans que les trusts, ils créent, il faut savoir, donc des coupes-circuits pour accroître la difficulté pour connaître donc le véritable donneur d'ordre d'un virement ou le véritable propriétaire d'une société. Alors, existe-t-il de solutions ? Jusqu'à présent, je vous en ai prouvé, il y a des solutions, effectivement. Et la solution, justement, à ce frein à la lutte qui est la souveraineté, ce serait certainement de mettre les États un petit peu plus actifs dans cette lutte, tout simplement en mettant en place une plus grande transparence des montages juridiques. Alors c'est François Daubert encore qui a proposé cette idée. Il faut savoir que, je vous le rappelle, il a proposé l'idée du reporting. Et pour lui, donc, il faudrait mettre en place un enregistrement des structures juridiques auprès des autorités publiques. Ainsi, les États, ils devraient tenir un registre des trusts et aussi des structures juridiques, en précisant le nom des bénéficiaires effectifs. D'autre part, entre eux, il faudrait plus de collaboration en permettant une information entre les administrations fiscales, les administrations douanières ou encore les administrations judiciaires. Et enfin, la tenue d'un registre du commerce devrait poser les mêmes exigences pour tous, donc afin qu'il y ait une meilleure collaboration entre les États. Donc cette proposition faite par M. François Daubert, il faut savoir, elle a été faite à la fois aux États du G20, mais aussi à l'Union européenne. Toutefois, elle n'a jamais été adoptée. Alors, et je vais conclure certainement là-dessus, existe-t-il des solutions, de réelles solutions, des solutions concrètes ? Il faut savoir qu'au niveau européen, en 2003, il a été mis en place un code de bonne conduite. Ce code de bonne conduite, il sort d'instruments juridiques informels, mais qui disposent tout de même d'une certaine force politique. C'est un petit peu le même principe que le name and shame, donc afin de forcer les États à participer à ce code de bonne conduite. Donc son but est bien sûr d'éliminer les pratiques de concurrence fiscale, mais aussi d'engager les États à ne pas en introduire de nouvelles. Il faut savoir aussi que ce code respecte tout de même les principes de la concurrence fiscale, mais dans le sens où il y a les mêmes exigences pour tous et que la concurrence ne soit pas abusive entre ces derniers. Toutefois, encore, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des désaccords de moyens entre les États afin de mettre en place ce code de bonne conduite entre eux. Il faut savoir que chacun, bien sûr, y trouve son intérêt à avoir, on va dire, un paradis ou son paradis fiscal. Alors, au regard des raisonnements que nous avons effectués, des solutions concrètes qui ont été adoptées mais qui n'ont pas vraiment été efficaces, des solutions qui ont été proposées, qui n'ont jamais été adoptées, et je vais conclure là-dessus, nous pouvons dès lors donner notre solution à nous qui est
les paradis fiscaux, à notre sens, ont bel et bien un avenir. Merci de votre attention. Merci aux étudiants qui ont préparé activement cet exposé. Donc un exposé, vous voyez, on a essayé de mettre en avant un état des lieux par rapport à cette question des paradis fiscaux, et puis même essayer de réinventer le monde, parce que comme vous voyez, on essaye de trouver des solutions, et comme vous l'avez souligné, le point d'achoppement, c'est la souveraineté fiscale. Les États ne sont pas prêts à lâcher, me semble-t-il, demain matin leur souveraineté, et surtout leur souveraineté fiscale, y compris même au niveau de l'Union européenne. Regardez par exemple le Royaume-Uni, il n'est pas tout à fait disposé à ce qu'on empiète vraiment sur ces questions-là. Ceci étant, on peut peut-être évidemment améliorer les choses, et je voudrais, évidemment, je suis directeur du master, mais je voudrais féliciter mes étudiants donc, et vous indiquer que nous sommes dans une formation où il y a beaucoup d'aspects pratiques et d'aspects de travail de dossier quand ils ont leur formation ici même à cette faculté, et que par ailleurs, d'ici à peu près un mois, ils vont tous partir dans des cabinets divers et variés, parfois des cabinets prestigieux à Paris d'avocats, et donc d'être sur le terrain, sur les vrais dossiers. Donc, ceci étant, nous avons vu un certain nombre d'éléments généraux, et je me permets maintenant de me retourner vers le professeur Dukoulou pour qu'il nous précise un certain nombre de points, maintenant que nous avons une architecture globale de la question. Donc je vous cède la parole, Madame le professeur.